Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, encore un invité exceptionnel. Que dis-je, un invité formidable. Donc, c'est Ben Granger. Benjamin ou Ben? Benjamin, quand c'est pour me gronder. Donc on D'accord. va dire Ben. On verra si c'est Benjamin ou Ben à la fin de l'épisode. Ouais, Alors, c'est ça. donc, avec Ben, on s'est rencontré à un DU sur les syndromes des lèvres dans l'os à Paris cette année. On est de la promo 2025-2026. Donc, c'était vraiment un parcours passionnant. On était les deux kinés de l'Assemblée parmi les médecins et spécialistes. Donc, c'était stimulant au niveau du niveau. On a dû redoubler d'efforts. Et en tout cas, c'était vraiment génial parce qu'on a pu en apprendre davantage sur cette pathologie rare, mal connue, mal soignée. Et c'est justement l'objet de ce podcast dans lequel on va discuter de manière détendue des syndromes des lèvres dans l'os et on va faire en sorte que on puisse propager un petit peu la bonne nouvelle parmi nos chers confrères kinés qui pourraient rencontrer cet épisode. Alors, pour commencer, Ben, peux-tu te présenter, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, où tu travailles, depuis combien de temps, et tu es aussi enseignant dans une école de kiné, donc si tu peux nous en dire un mot et nous dire comment tu as atterri là. Alors, je suis Benjamin Granger, je suis kiné en libéral, diplômé depuis 2015. Je suis enseignant en formation initiale dans deux IFMK, donc deux instituts de formation de kiné, je suis formateur en formation continue. J'interviens aussi à la faculté de Saint-Quentin-en-Yvelines et c'est déjà pas mal. Euh, j'ai ouvert mon cabinet avec des collègues il y a de ça 3 ans, bientôt 4 ans, en région parisienne, banlieue ouest. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, top, merci. Et alors, tu as dit en formation continue, c'est quel sujet que tu enseignes en formation continue et à l'école aussi, tu t'enseignes quoi? Alors, en formation continue, je donne formation sur les tendinopathies du membre inférieur. Et en formation initiale, j'interviens sur pas mal de choses. Un peu en cycle 1, c'est-à-dire en cycle 1, c'est la partie anatomie, biomécanique, technique de base, etc. En cycle 2, j'interviens sur du musculo-squelettique essentiellement, donc notamment les tendinopathies, euh, sur un peu de traumato, type rupture tendineuse, et, euh, et puis c'est déjà pas mal. Je vadrouille un petit peu partout pour le coup en musculo-squelettique. Ok, top, merci. Et donc là, on s'est rencontrés à un DU sur le CED. Donc le but, c'était d'en apprendre davantage. On n'a pas été déçus hein, parce qu'on a, on a vraiment appris une quantité de choses. On s'est même replongé dans la biochimie. C'était des souvenirs qu'on n'espérait pas revoir de sitôt. Et, Ouais, mais franchement, ça a été vraiment passionnant parce que c'était hyper stimulant, intellectuellement, etc. Un vrai défi. Et donc là, pour introduire ça pour ceux qui débarquent vraiment, donc les syndromes des lèvres dans l'os, c'est une pathologie génétique du tissu conjonctif et de la matrice extracellulaire. Et c'est surtout un défaut d'encodage du collagène. Donc ça, c'est vraiment la méga base, c'est la définition Wikipédia. Et l'idée, ça va être qu'on développe un petit peu là-dessus. Actuellement, on est en 2026. On enregistre l'épisode le 20 mai 2026. Et pour notre plus grand plaisir, la classification change le 1er décembre 2026. Tu es au courant? ouais, ouais, tout à fait. Donc, on va évoquer deux, trois types dans la nosologie, dans la classification. Je te laisserai prendre la main là-dessus. On n'a absolument pas préparé, donc j'espère que tu es chaud boulette. Ouais. Euh, mais Mais l'idée, c'est, voilà, si la vidéo est visionnée après le 1er décembre 2026 et que la nosologie n'est pas identique, c'est plutôt normal parce que d'ici 8 mois, 7 mois, 6 mois, bientôt, Ça devrait ça va avoir changé. bientôt changer. Donc, on va peut-être évoquer le classique et l'hypermobile pour que ce soit vraiment pertinent. Ouais. Euh, je peux te lancer là-dessus et s'il y a un truc, tu me renvoies la balle, hein. Bien sûr, bah ouais, on va échanger. Le truc du CED, déjà, c'est que on a actuellement 13 formes, si je dis pas de bêtises. Euh,
Et du coup, les plus classiques, les plus fréquentes, pardon, c'est la forme classique, la forme hypermobile. Normalement, on peut toutes les diagnostiquer par test génétique, après avoir trié cliniquement, etc. Mis à part la forme hypermobile qui est la plus fréquente. Donc, il y a une incidence génétique, on le sait, parce qu'il y a une notion d'hérédité, mais on n'a pas détecté le ou les gènes, en tout cas, responsables encore de l'apparition de CED hypermobile. Ce qui fait que le diagnostic se fait essentiellement cliniquement, puis avec test génétique par exclusion, et au passage par analyse un petit peu de la généalogie, à savoir s'il y a justement cette notion d'hérédité. Yes. Parce que j'ai pas dit de bêtises, c'est bon? Non, ouais, c'est top, merci. L'idée, c'est justement que ce soit sous la forme d'une discussion pour que les personnes puissent en tirer un maximum de bénéfices d'écouter ça. Donc, faut pas que ce soit guindé en mode diapo, prof qui lit ses dia. Donc, Ouais. Ouais. c'est encore mieux si tu improvises. Hein. Et il y a aucune erreur, bien sûr. Ici, donc, l'idée, ce serait de plonger un petit peu plus dans le set hypermobile, qui est celui qui est fort discuté sur Internet. Je pense notamment à toutes les personnes qui peuvent être en cas d'errance médicale. Euh, donc ça, l'idée, ça va être de peut-être pour les kinés qui ne sont pas formés dans le domaine et qui n'auraient pas l'occasion, puisqu'il y a assez peu de formation à ce sujet, de leur dire quels sont les facteurs qui peuvent les interpeller, quelle est la triade, la fameuse, qui peuvent leur faire penser au CED, parce que parfois, il va y avoir des patients en errance qui ont des douleurs chroniques qui vont arriver et qui ont donc le CED, le SAMA, la neuropathie des petites fibres, l'endométriose, et etc., etc. La fibromyalgie, j'ai failli l'oublier. Voilà, donc l'idée, en fait, ça va être de donner des informations qui vont permettre de s'y retrouver un peu dans ce gros brouillard de patients qui est éduqué, mais en fait qui ressort un peu hypochondriaque, de lire tous les symptômes et de se dire mais oui, c'est moi. Et c'est pour ça aussi que je suis TDA et TDAH et que je suis HP. Et en fait, là, c'est des personnes qui sont vraiment en errance. Hein, donc, j'espère que je n'ai pas l'air d'être dans le jugement, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que dans ces situations, les gens cherchent une solution. Et vous, bah, si vous retrouvez sur le parcours de ces personnes-là, il faut pouvoir leur dire si oui ou non, en tout cas de loin, ils sont dans le juste ou pas. Donc, je vais te laisser la main pour ne pas monologuer trop longtemps. Bah, tu pourrais nous parler de la triade, justement, la fameuse. Ouais, Et, alors déjà, en effet, pour le syndrome d'Ehlers-Danlos, il y a une triade sur laquelle on se base généralement sur le tableau clinique, qui va être une hypermobilité articulaire, plus ou moins généralisée, mais généralement pour le CED hypermobile, on va parler d'hypermobilité généralisée, de l'hyperlaxité cutanée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un pli de peau, alors souvent on va le prendre au niveau de la main, mais pas forcément que à ce niveau-là, qui soit une peau qui est particulièrement extensible. Et puis après, on va parler de fragilité tissulaire qui peut se manifester par des cicatrices papyracées, donc c'est avec la peau très fine, un peu translucide, par des ecchymoses un peu particulièrement marquées, par un temps de cicatrisation peut-être un petit peu augmenté, etc. Ça va être la triade un peu de base, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a tous ces symptômes-là dans les patients atteints d'un CED. Mhm. Et après, on va aller chercher d'autres idées autres que la triade. On peut aller chercher justement s'il y a d'autres symptômes. Bon, déjà, s'il y a une question de généalogie, est-ce que dans les parents, il y a à peu près ces symptômes-là, dans les frères et sœurs, dans les enfants, dans les oncles et tantes, etc. Et puis, on peut aller chercher surtout à l'anamnèse, est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est-à-dire, est-ce que on a quelqu'un qui se plaint de douleurs chroniques, de fatigue chronique? Même avant ça, déjà, est-ce qu'il y a un contexte d'entorse à répétition, de luxation ou subluxation à répétition? Moi, j'aime bien mettre un peu un accent sur le côté, pas forcément parler de la notion d'entorse, parce qu'on a des patients qui, à force de se luxer, de se faire des entorses, etc., ils ont plus forcément de douleur associée. Du coup, ils vont pas souvent parler, enfin, pas tout le temps parler d'entorse, mais juste, bon, j'ai la cheville qui a vrillé, quoi. Mais c'est pas une Mhm. entorse parce que j'ai pas eu mal, ça n'a pas gonflé, etc. Donc, moi, j'aime bien utiliser le terme de torsion ou autre synonyme quand je vais en parler avec mes patients. Donc, notion de triade, potentiellement d'hérédité, antécédents de luxation, d'entorse, de torsion, douleur plus ou moins généralisée,
Plus ou moins de fatigue chronique. Mhm. Bon, ça fait déjà pas mal de petits symptômes qui Ouais. nous rentrent là-dessus. Sachant que la base solide, c'est la triade déjà, et Mhm. puis après, l'hérédité. Mhm. Et alors, comme il y a vraiment cet aspect de tout le tissu conjonctif qui est touché, il faut se rappeler de loin vaguement les cours de première année, mais le tissu conjonctif, ça ne concerne donc pas uniquement les muscles, les articulations, mais ça concerne pratiquement l'ensemble du corps. Pratiquement tous les organes en sont composés. Et typiquement, ce qui va même nous donner des indices, c'est quand on a des symptômes un peu multisystémiques, typiquement tout ce qui va être prolapsus, des saignements, des petites hémorragies, enfin, pas des petites hémorragies, mais des anévrismes, etc. Tous ces symptômes qui peuvent être un peu bizarres. Et en fait, pour le CED hypermobile, là, on est vraiment sur, Ben l'a dit, un diagnostic d'exclusion. Donc, il faut vraiment aller vers cette piste en dernier recours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de patients CED. Au contraire, c'est une maladie rare, mais pas si rare que ça. On est quand même sur des chiffres qui sont de 1 pour 5000. Donc, c'est quand même fréquent dans la rareté. On va être amené à en croiser plusieurs dans notre carrière. Donc, ça, c'est déjà important. Et donc, il y a cet aspect aussi donc, multisystémique qui va concerner pas que les articulations, parce qu'on pourrait réduire ça à cette personne est extrêmement souple et hyper laxe, alors que ça concerne d'autres choses, quoi. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose d'autre au niveau diagnostic, même si on ne fait pas de diagnostic, bien entendu. On va dire Non. repérage, screening. Là, je dirais pas plus que ça, à part ouais, souligner ce que tu dis, en effet, c'est qu'on a souvent d'autres symptômes sur d'autres systèmes. On a potentiellement des pathologies associées parfois, vu que ça touche le tissu conjonctif, on peut avoir un peu de tout et de n'importe quoi. Mhm. Ce qui fait que, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette notion d'errance thérapeutique où on a des patients qui vont chercher un peu tout et rien. Et je dis bien des patients qui vont chercher parce que, comme tu le disais aussi, ils vont chercher à savoir quelle est leur pathologie, quelle est leur problématique. Donc, s'ils tombent sur des médecins qui ne savent pas ou qui leur ont posé des diagnostics un petit peu hasardeux parce qu'eux-mêmes ne savaient pas forcément, eh bien, en plus d'être en errance parce qu'ils sont envoyés d'un spécialiste à l'autre ou d'un médecin à l'autre ou d'un kiné à l'autre, ben, potentiellement, ils vont potentiellement tomber dans un nomadisme médical où là, ils vont aller chercher, en fait, eux-mêmes, faire des démarches pour toujours trouver un nouveau thérapeute avec un nouveau diagnostic ou quelque chose qui peut se soigner ou pas, etc. Et le diag peut être complètement flouté par cet aspect multisystémique parce que là, on a parlé de la triade, mais parfois, on a des patients dont ça va pas être les symptômes principaux parce que il y en a certains qui vont pas se plaindre forcément de leur hyperlaxité. Potentiellement, d'ailleurs, les jeunes, les enfants, les ados qui font de la gym, des arts martiaux, de la danse, qui vont se servir de cette laxité, ils vont pas voir ça comme un symptôme, mais ils vont voir ça plutôt comme une qualité physique qui va leur servir dans le sport. Donc, parfois, faut peut-être aller se fier aux autres symptômes, ou en tout cas, faut faire attention à ces autres symptômes et pour essayer de trouver est-ce que c'est un symptôme conjoint, une autre pathologie associée, et en tout cas, essayer de réussir à vraiment screener les différentes choses. Et ça, c'est ce qui peut rendre le diag super difficile. C'est pourquoi c'est bien de connaître les symptômes principaux qui nous permettent déjà de faire un premier tri pour que après, nous, on n'est pas spécialiste, même si là, par exemple, on a fait le deal, on n'est pas spécialiste non plus. L'idée, c'est d'avoir les premières infos pour orienter vers des centres spécialisés qui, eux, pourront vraiment essayer de poser un diagnostic. Mhm. Ouais, exactement. Et là, pour boucler sur l'histoire des spécialistes que tu viens de dire, il faut aussi garder en tête que pour prendre en charge les CED, c'est vraiment important de fonctionner en réseau. La pluridisciplinarité est vraiment clé. Et donc, l'idée, c'est de repérer tout ce qui est association. En France, c'est quoi? C'est les CRMR, les centres de référence? Centre de référence, non, j'ai oublié l'acronyme. Mais oui, des centres de référence, en gros, Ouais, j'ai voilà. oublié l'acronyme, mais oui. Et nous, en Belgique, on a aussi deux, trois centres, notamment du côté de Liège, on a le centre Dôme qui les prend en charge. Et après, au fur et à mesure d'en rencontrer et d'échanger avec certains rhumatologues, etc., bah là, ça vaut le coup de noter le nom d'un tel, lui, il est au courant, etc., pour pas renvoyer vers n'importe qui. De nouveau, c'est pas péjoratif, mais Oui, voilà, on sait qu'il y en a qui sont
plus disposés à entendre parler du CED. Et nous, voilà, on est de la nouvelle génération, mais il y a le CED qui a eu mauvaise presse à une époque, un peu comme la fibro, parce qu'on distribuait ça comme aux cartes et on disait, ah bah vous avez mal partout, vous êtes un peu souple, on ne sait pas trop ce que vous avez, donc vous êtes probablement porteuse de syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc ça, c'est déjà une chose à faire attention, parce qu'il y a peut-être des gens de la génération précédente, dans les spécialistes, qui ont vu cette mauvaise étiquette du CED distribué à tort et à travers, et qui vont dire oui, bon, un peu comme pour la fibro, quoi. Donc ça, c'est aussi important, donc, de créer cette espèce de réseau en pluridisciplinarité qui va vraiment permettre aux patients de s'épanouir et de trouver des praticiens qui sont au courant. Et alors, tu as évoqué, on va juste terminer là-dessus, tu as évoqué les enfants, chez qui la laxité n'est pas forcément sujet à inquiétude. Et ça, c'est important, puisqu'il y a une notion d'hérédité et que les patients sont en errance médicale, donc ils font leurs propres recherches. Il va y avoir forcément des témoignages qui vont les bouleverser, et ils vont entendre parler qu'il y a souvent les enfants qui sont touchés. Donc souvent les patients et souvent les patientes vont être inquiets pour leurs enfants, ce qui est normal, mais parfois vont essayer et vont pas, non, elles vont pas essayer, mais elles vont projeter leurs symptômes et voir dans tout ce que l'enfant pourrait faire un danger. Et on pourrait risquer justement de les surprotéger, de les mettre sous cloche, alors que ça, c'est vraiment la pire erreur. Et on va arriver justement à ce sujet tout doucement, mais on va peut-être commencer par les pires erreurs qu'on puisse faire avec des patients CED, commençant par les enfants. CED ou soupçonnés d'être CED. Comment tu dis? On fait un top. Ouais, top 5. Restez bien, la quatrième va vous surprendre. Mais voilà, par exemple, les enfants, nous, on ne prescrit pas d'interdiction sportive, évidemment, mais les médecins non plus. Surtout pas interdire à un enfant de faire du sport. Évidemment, s'il a un diagnostic de CED vasculaire, là, il y a quelque chose d'adapté à mettre en place, certainement. Mais je veux dire, sur un diagnostic qui n'a pas été posé, qu'il n'y a pas eu de diagnostic génétique, on va certainement pas interdire à un enfant de faire du sport. C'est vraiment une des pires erreurs qu'on puisse faire. Et derrière, il faut aussi pouvoir rassurer les patients, les parents, qui vont avoir cette phobie au niveau de leurs enfants et vouloir absolument les mettre sous cloche pour pas qu'il leur arrive quelque chose. Et là, il a couru dans le jardin, vous imaginez, il aurait pu se déboîter le genou ou que sais-je. Ça, c'est vraiment des peurs irrationnelles qu'il faut essayer de désamorcer. Pas en leur disant, mais non, madame, vous trompez, mais plutôt en expliquant, vraiment en faisant de l'éducation thérapeutique. Donc là, on a un gros rôle à jouer là-dessus. Si tu as En quelque fait, chose à dire, ouais, vas-y. ouais, pour revenir là-dessus, c'est que l'idée, c'est pas de décrédibiliser les peurs des parents, parce que, en effet, elles sont justifiées, parce que si leur gamin a tendance à se faire des entorses de cheville, se luxer l'épaule ou je ne sais quoi, c'est bien normal que les parents soient inquiets. Ce qui est plus compliqué, c'est de réussir à mettre la forme pour expliquer que, au contraire, ben, faire de l'activité physique, peut-être au début pas n'importe comment, peut-être guidé, mais faire de l'activité physique, ce sera vraiment tout bénef, et que tout type d'activité physique sera intéressante. Euh, Peut-être avec des petits rajouts de renforcement musculaire, ça fait jamais de mal, bien au contraire. Mais en tout cas, oui, l'idée, c'est de rassurer les parents sur le fait que leurs enfants peuvent faire du sport et qu'il faut au contraire ne pas les dispenser. Ça, je pense que c'est valable dans quasiment toutes les pathologies qu'on peut imaginer. Enfin, pas dans toutes en réalité, mais dans quand même pas mal. Euh, et oui, en fait, notre rôle aussi à ce niveau-là, il n'est pas que sur les enfants de les suivre pour faire de la rééducation, du renforcement, etc. Mais il est aussi dans le rôle de communication avec les parents, parce que, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'aime bien cette notion on ne devrait pas avoir une relation verticale avec les gens, mais au contraire, une relation sur la même pied d'égalité, que ce soit les patients, que ce soit les parents, parce que on est censé former une équipe de soins. Mhm. Et le patient, c'est le premier acteur. Les parents, dans le cas de pédiatrie, en tout cas, ce seront les premiers acteurs aussi. Et donc, faut que ce soit des partenaires, et il ne faut pas que l'information soit juste verticale, mais il faut au contraire réussir à créer une communication et un accord, entre guillemets, ce qui n'est pas toujours évident, certes, mais c'est comme ça que les gens sont vraiment acteurs de leurs soins, parce que
Le patient, c'est quand même le premier soignant en réalité. C'est lui qui va faire ce qu'il faut pour s'aider. Nous, on va juste donner des billes, dire OK, moi je vous conseille ci, ça. Faites-en ce que vous voulez, mais c'est le patient qui va faire en premier lieu ce qu'il faut pour sa santé. Et puis dans le cas de pédiatrie, ben, avec l'aide des parents, le soutien des parents, le guidage des parents peut-être, de l'entourage, même on dirait de manière générale, parce qu'on pourrait intégrer là-dedans les profs, les encadrants, etc., qui vont aussi avoir un rôle, expliquer aux profs de PS qu'il y a peut-être des choses soit à éviter, soit à encadrer un peu mieux, ce sera peut-être une bonne idée aussi. Mais en tout cas, j'aime bien cette idée c'est normal que les parents aient peur, c'est normal potentiellement que l'enfant ait peur de se blesser aussi, hein. Quelqu'un qui a eu une luxation de la patella, moi j'imagine que tu en as déjà eu des luxations fémoro-patellaires, les gens ont un peu d'appréhension après, généralement. Ça se tient. Ouais. L'idée, en fait, c'est pas de décrédibiliser leur appréhension, c'est bien normal qu'ils aient peur de se reluxer. Ça fait un mal Mhm. de chien, c'est pas très agréable de savoir que son corps se part un peu dans tous les sens. Donc, c'est pas de décrédibiliser leur peur, c'est plutôt justement d'aller déjà de la comprendre, que le patient, la patiente voit bien qu'on comprend leurs craintes, mais qu'on est là pour leur proposer potentiellement une solution, parce que là, on pourrait leur proposer quelque chose, mais c'est eux les Mhm. premiers acteurs de leurs soins, et il faut pas les voir comme un truc patient-centré, comme on a tendance à voir, mais plutôt comme un modèle de patient partenaire où ils sont les premiers acteurs de leurs soins, sont eux les premiers soignants, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, bah, Désolé. évidemment, hein, ouais, je suis 100% d'accord, hein. Évidemment, c'est ce vers quoi on se dirige. C'est vrai que c'est un peu paradoxal parfois, parce que les gens, on leur dit, voilà, c'est une décision qu'on prend à deux, etc. Et eux, ils sont là, c'est vous le professionnel, c'est vous qui devez me dire. Et en fait, là, il faut vraiment pouvoir trouver le moyen de leur donner les clés pour qu'on décide ensemble. Parce que le but, c'est pas de se déresponsabiliser en disant, ah, bah, vous l'avez décidé avec moi. C'est plutôt de maximiser l'adhérence thérapeutique, le fait que les gens vont s'impliquer dans le traitement. Parce que si on leur dit, bah voilà, vous devez faire vos exos, et c'est pas la même chose que si on dit alors, est-ce que si on décide des exercices de 5 à 10 minutes, pour vous, c'est faisable? Ou on ne ferait que 5 minutes pour commencer? Et vous voyez faire des exercices tous les jours à la maison, c'est possible pour vous? Là, déjà, on est sur quelque chose où ils vont pas répondre bah, c'est vous le professionnel, c'est à vous de savoir. Donc, il y a vraiment des techniques qui font qu'on peut, au lieu de poser des questions arbitraires et qui vont faire qu'ils vont pas comprendre pourquoi on leur dit pourquoi on leur donne les clés, en fait, pourquoi on leur donne un rôle, parce qu'ils ne sont pas habitués. Et en même temps, c'est normal, quand on doit soigner d'un cancer, j'imagine que là, on doit s'en mettre beaucoup plus au corps médical. On décide certainement beaucoup moins et on est moins acteur de son traitement parce que bah, voilà, si on fait des chimios et de la radio, c'est pas la même chose que faire des exercices à la maison en autonomie. Donc ça, c'est une chose, parce que tu me demandais, ouais, donc je suis 100% d'accord. Ici, au niveau des erreurs, on va survoler le stretching, les manipulations, ce serait pas mal ça. Donc Oui, étirement, pour le SED, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? alors, étirement, plutôt une mauvaise idée, sauf en cas de douleur particulière, mais il n'y a pas d'intérêt à aller chercher du gain d'amplitude, en tout cas, généralement. Alors, on va parler de set hypermobile, hein, mais pas il y a des formes où c'est intéressant, mais pour le set hypermobile ou le set classique, aller chercher de l'étirement pour gagner de l'amplitude, normalement, c'est pas vraiment nécessaire. On va plutôt privilégier quelque chose qui va permettre de stabiliser un peu mieux. Donc, étirement, plutôt non. Et on parle d'étirement statique prolongé, hein, Mhm, dans mhm. cet Ouais, 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 exemple-là, étirement intensif, etc. c'est ça. Ou alors étirement confort, mais pas avec un but de gain d'amplitude ou d'emmener en amplitude max, mais vraiment juste confort pour soulager sans faire de gain d'amplitude pour du gain d'amplitude. En soi, ça n'a pas d'intérêt chez des gens hyperlaxes. Après, manipulation, bah, plutôt déconseillé, bien évidemment. Déjà parce que euh, tu me dis s'il y a du bruit à côté, parce que faut que je Ouais. ferme peut-être ma fenêtre. Non, c'est bon, franchement, j'entends rien, c'est moi qui viens de faire, qui viens d'en Ok, faire, donc c'est bon. ok, ça marche. Euh, Manipulation, bah, on va éviter dans tous les cas parce qu'on est sur des gens hyperlaxes, donc aller faire une MOPSP chez quelqu'un d'hyperlaxe, peu d'intérêt, alors particulièrement sur le rachis cervical. Là, pour le coup, on a quand même des cas cliniques qui montrent que ça fait pas vraiment bon ménage, parce que Mhm. autant sur un set hypermobile, mettons que au pire on fait mal, c'est pas forcément cata,
Au pire, vous avez une autre forme de SED, typiquement, je sais pas, un SED vasculaire par exemple, et puis vous pouvez péter une artère, ce qui peut être un peu embêtant. Déjà, même sur un SED hypermobile, vous avez quand même potentiellement, vous pouvez avoir des fragilités artérielles au niveau des vaisseaux. Donc, dans le doute, on ne fait pas. Pas d'intérêt. Potentiellement, il y a des patients qui vont apprécier parfois de se faire eux-mêmes des manips. Le classique, tiens, je me fais craquer le cou, je me fais craquer les doigts, etc. On va dire que c'est un équivalent d'automanip. Il y en a qui vont trouver ça confortable ou soulageant. S'ils se le font eux-mêmes, c'est leur problème. Si vous le faites et qu'il y a un problème. Après, je dis pas, ça va m'arriver de faire des pseudo-manips typiquement sur une cheville qui est un petit peu laxe ou alors on va parler un peu TMO, mais où on peut supposer que, je sais pas, il y aurait un talus un peu antériorisé ou je ne sais quoi. Peut-être faire une manip, en tout cas confort, de décompression, ce genre de choses, ou de mob spé, on va dire, plus que de manip, peut-être, mob spécifique. Mais aller chercher à faire un thrust cervical, bon. Alors, si c'est pas ça, si c'est pas les étirements et les manips, la clé pour prendre en charge les SED, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces personnes hyperlaxes qui semblent se désarticuler de partout? Donc, on a évoqué, bien sûr, la communication, l'éducation thérapeutique, mais parler, ça n'aide pas énormément. Ça participe, bien sûr, mais sur quoi est-ce qu'on va pouvoir intervenir? Tu nous as parlé d'activité physique, tu nous as parlé de renforcement musculaire. Je sens que tu nous as bien teasé. Maintenant, vas-y, balance ce que tu as envie de dire. Alors, comme tu as dit, autre que la communication, éducation thérapeutique, je suis d'accord, je préciserai juste que l'éducation, mais j'ai dit tout à l'heure, je pense que l'éducation, il faut qu'on enlève cette vision très verticale, juste de l'éducation. C'est vraiment plutôt un partage de connaissances que de l'éducation même, parce que nous, on va partager nos connaissances théoriques. Le patient ou la patiente doit peut-être nous partager, elle, son expérience pratico-pratique de qu'est-ce que c'est que de vivre avec. Et je pense, et dans son cas, parce que une personne qui a un SED et une autre personne qui a un SED n'auront pas la même symptomatologie, donc je pense qu'il faut qu'on arrive à s'adapter et que c'est vraiment un partage de connaissances à ce niveau-là. Et donc, communication, ça va être un bon outil, évidemment. L'éducation ou le partage d'informations est également un très, 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 très bon outil. Et après, évidemment, l'activité physique pour 1000 raisons. On va même pas parler de renfo d'abord, juste activité physique. Alors déjà, parce que ce sont des patients qui potentiellement vont avoir des douleurs généralisées ou des douleurs plus localisées potentiellement. Donc l'activité physique, autre que tous les bienfaits qu'on connaît sur tous les systèmes, on va dire le cardiovasculaire, le cardio-respiratoire, surtout, c'est bénéfique évidemment. Mais vu que ce sont des gens qui vont souvent avoir des douleurs chroniques, on sait que l'activité cardiovasculaire va permettre aussi d'aider à diminuer un petit peu ces douleurs-là. Ça ne veut pas dire qu'on va enlever toutes leurs douleurs. Sur des patients douloureux chroniques avec des pathologies de ce genre-là, on ne va pas forcément réussir à faire ça. En tout cas, il ne faut pas leur promettre, je pense. Mais par contre, potentiellement, on va pouvoir essayer de diminuer un maximum leur douleur et de leur apprendre à gérer ça, parce que quand on parle d'activité physique générale, d'activité cardiovasculaire générale, on ne leur demande pas forcément de faire du crossfit et de se mettre dans le rouge trois fois par semaine. Déjà, s'ils ont une activité régulière, un NEAT, juste marcher régulièrement, bouger régulièrement, monter des escaliers, etc., comme la Sécu en fait la pub, ce sera déjà pas mal. De rien, la Sécu fait des trucs bien aussi. Tu peux préciser un NEAT, N-E-A-T, ce que c'est? NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. L'idée, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. L'idée, c'est d'avoir une activité quotidienne, une activité physique, une dépense énergétique quotidienne qui n'est pas liée à un exercice physique type sportif. Donc, c'est un peu ce que dit la Sécu, clairement. C'est vous descendez à une station de métro avant votre arrivée ou une station de bus avant. Comme ça, vous marchez un peu, vous promenez votre chien plusieurs fois dans la journée, vous prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur ou les escalators. Et juste ça, en fait, déjà, ça permet d'avoir un métabolisme qui fonctionne un peu mieux, qui crame un peu plus d'énergie, entre guillemets, consomme plus d'énergie. Et rien que ça, déjà, ça fait fonctionner votre système. En plus de ça, l'activité physique, on va dire cardiovasculaire à basse intensité, ne serait-ce que marcher, pédaler, faire ce que vous voulez sans forcément vous mettre dans le rouge, rien que ça, en fait, pardon, je parle comme si je parlais à un patient ou une patiente. Non, mais c'est très bien, au moins c'est hyper clair. Du coup, c'est roleplay. Ça va permettre, mine de rien,
d'abaisser un peu ce seuil de douleur, enfin plutôt du coup de l'augmenter pour avoir moins de douleur, on va dire, Mhm. ce qui potentiellement améliorera la qualité de vie de nos patients. Donc ça, on va dire, ça va jouer sur, on va dire, le système un peu général. Et après, dans les activités physiques, c'est intéressant d'intégrer du travail de renforcement musculaire. À l'époque, pour le syndrome des nerfs dans l'os, on disait que ces patients, il fallait qu'on leur fasse faire vraiment du travail isométrique dans des courses musculaires plutôt moyennes, parce qu'on voulait éviter les courses extrêmes, donc particulièrement la course externe ou les amplitudes extrêmes, disons, pour éviter d'avoir des luxations, des subluxations. Maintenant, on va plutôt dire que, en fait, le travail de force est intéressant, tant qu'il est progressif, bien évidemment, et dans toute l'amplitude, notamment dans ces amplitudes un petit peu extrêmes, tant que c'est progressif, bien évidemment. Ce qui fait qu'on a même développé, on a même une étude qui parle d'un protocole HSR, donc Heavy Slow Resistance, qu'on fait pour les tendinopathies. Euh, on a fait, il y a une étude, j'ai plus le nom, mais qui a étudié le HSR chez les patients avec un syndrome d'air dans l'os sur tendinopathie patellaire, calcanéenne, je sais plus, et qui montrait que ces patients arrivaient à faire un protocole HSR. Donc on peut leur mettre de la contrainte, ils vont pas se luxer une patella parce qu'ils ont fait un squat lourd. Par contre, il faut que ce soit peut-être un peu plus progressif que d'autres. Et en réalité, on a vu qu'on avait moins de blessures aussi sur des patients qui ont fait du travail de force au niveau de leurs épaules, par exemple. On avait moins d'épisodes de luxation, de subluxation et moins de douleurs d'épaule. Et en fait, il semble préférable de leur apprendre à développer de la force et du contrôle, et je dis bien du contrôle, dans des amplitudes maximales, proches des amplitudes luxantes, plutôt que d'éviter ces amplitudes-là qui peuvent être problématiques. Donc, en réalité, chez les patients atteints de syndrome d'Ehlers dans l'os, il serait intéressant de leur faire du travail de force dans tous les secteurs, juste en étant très progressif, outre le fait qu'ils ont besoin d'un temps d'adaptation plus long pour que les tissus s'adaptent déjà. Il y a aussi le fait que les patients atteints de syndrome d'Ehlers dans l'os ont tendance à développer plus de tendinopathie, par exemple. Moi, je dis ça, c'est mon domaine, mais du coup, ils ont tendance à avoir plus de tendinopathie, ce qui fait que, bah, ouais, on va d'autant plus faire attention à ça, à la progressivité. Mais à partir du moment où on met la forme, on y va tranquille, normalement, c'est censé plutôt bien marcher. En tout cas, moi, de mon expérience clinique, je ne sais pas pour toi, mais de mon expérience clinique, ça marche plutôt bien quand on arrive à mettre des petits protocoles comme ça en place. C'est clair. On n'est pas sur le 12 semaines pour avoir de l'hypertrophie, là. Non. Il faut plutôt compter ça en plusieurs mois. Mhm. Je dirais que là, j'en ai une, elle commence à venir de plus en plus en me disant, ouais, je commence à me sentir, je me sens bien, j'ai pas mal. Donc évidemment, les jours où elle est plus fatiguée et où alors elle a fait tout son ménage, parce que évidemment, ça aussi, on pourrait en parler, on pourrait faire des heures en fait, hein, mais donc il faut aussi leur apprendre à séquencer leurs activités, c'est le fameux pacing. Oui, bien sûr. Euh, mais ici, je vais essayer de pas trop digresser là-dessus puisque le temps est compté. L'idée, ça va être de dire, oui, que ça va prendre plus de temps, graduelle exposure, donc vraiment exposition progressive. Mais finalement, c'est la même chose que pour n'importe quel patient. Je ne vais pas dire qu'il faut calculer la 1RM parce que on ne le fait pas exactement avec tous nos patients. On va le faire sur nos sportifs où on va leur demander X répétitions, puis on va extrapoler la 1RM. Mais pour avoir pour votre patient CED, ça va être plus ou moins le même principe. Sauf qu'il faut vraiment faire attention à doser, à micro-doser au début. Ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Et alors, par contre, on a bien dit exposition progressive, pas hésiter, squat, HSR et compagnie. Même si c'est du heavy dans le HSR, c'est du heavy pour eux. C'est pas du heavy pour nous. Parce Bien qu'il y sûr. a deux catégories de kinés dans ceux qui ne connaissent pas les syndromes d'Ehlers dans l'os. Il y a ceux qui ont trop peur de les soigner et qui leur font que des massages. Et il y a ceux qui n'ont pas assez peur de les soigner et qui sont frightless. Trop précautionneux. Non, pas assez, justement. Ceux Ah, pardon, oui, ceux qui sont trop francs. Donc, oui. pour Ouais. ceux qui ont trop peur, allez-y, vous n'allez pas les faire exploser. On va dire que c'est le mot de la fin puisqu'il est déjà 30. Mais pour ceux qui sont... Ouais, Ouais. merci. Et pour ceux qui n'ont pas assez peur, allez-y tranquille quand même. Ce sont des patients à qui on peut exposer des charges, mais ce sont des charges élevées par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur capacité. Et peut-être que pour
rebondir aussi sur ce que tu as dit sur les tendinopathies. Finalement, une tendinopathie, c'est un excès de contrainte sur le tendon, un tendon qui n'est pas adapté à cet excès de contrainte. Ce n'est pas un excès parce qu'on a décidé que c'était un excès, c'est parce que le tendon n'y est pas adapté. Donc finalement, tu vas avoir ton muscle qui va tirer sur ton tendon qui est beaucoup moins extensible, mais si ton muscle il a une force de contraction ou plutôt une viscoélasticité beaucoup trop élevée parce que le collagène est mauvais, eh bien, il va y avoir beaucoup plus de tension qui va se répercuter sur le tendon qui, lui, est beaucoup moins étirable. Et donc, s'il a une quantité de tension, de traction beaucoup plus élevée, forcément, mécaniquement, on va avoir plus souvent une nociception qui va se développer à ce niveau-là. Je ne vais pas dire de bêtises sur les tendons. D'ailleurs, on pourrait faire un épisode sur les tendinopathies, ce serait Si tu veux, excellent. ouais. Avec plaisir. Et comme ça, on va couvrir tous les sujets. Donc ça, ouais, je voulais dire, ni trop peur, et pour ceux qui n'ont pas assez peur non plus, attention. Je sais pas du coup, est-ce que tu as le temps de nous raconter un petit cas clinique, une patient ou un patient cède à qui tu as pensé pendant l'épisode? Bah ouais, Évidemment l'anonymisant, hein, mais un cas clinique intéressant. j'allais même te dire, j'ai 3 patients en tête parce que j'ai 3 patients, patientes avec des symptomatologies vraiment différentes pour le coup. Donc Ouais, OK. ça illustre bien la variabilité, qu'on peut avoir dans nos patients et patientes atteints de SED. Hem, un des premiers patients que j'ai eu avec un syndrome d'Ehlers dans l'os, c'était enfin je vais pas parler au passé. C'est un jeune, je l'ai eu quand il était adolescent, avec un syndrome d'Ehlers dans l'os, dont il y avait déjà des antécédents familiaux d'Ehlers dans l'os, et qui présentait hyperlaxité, des douleurs suite à des entorses, luxation, subluxation, et des douleurs un petit peu je sais pas si tu m'entends. Non, j'ai eu une coupure, Ah, donc bah, ok, ouais. peut-être que c'est de mon côté, mais vas-y, tu vas peut-être pouvoir reprendre donc les symptômes qu'il avait? Ouais, donc les symptômes qu'il avait, c'était il s'était fait quelques entorses, luxation, subluxation. Il avait des douleurs un petit peu par-ci par-là. Je voyais, je crois, pour des douleurs de dos et d'épaule, et puis bon, ça allait un petit peu à droite à gauche. Et au final, lui, son vrai traitement, il l'avait fait tout seul parce qu'il s'est mis au sport très très vite. Bah, déjà, il a toujours fait du sport. Et en plus de ça, il était un peu têtu là-dedans. Il a fait beaucoup de sport finalement. Et finalement, niveau symptomatologie, il s'en est sorti pas trop mal par rapport à d'autres personnes potentiellement de sa famille ou d'autres personnes dans les autres patients que j'ai pu avoir avec Asperger. Je pense que c'est celui qui, entre guillemets, s'en sort le mieux. Mais je pense notamment, peut-être parce qu'il a entre guillemets, à la loterie du pas de bol avec le CED, il a peut-être eu moins de symptômes à l'origine, mais en tout cas, il a mis à profit le fait de faire de l'activité physique très tôt, de faire du travail qui combinait du cardiovasculaire, de la force, de faire du travail varié. Il a fait plusieurs sports différents et je pense que ça lui a permis de se mettre sur une bonne vague de prévention secondaire, on va dire, voire tertiaire, pour éviter d'avoir d'autres troubles. À côté de ça, une patiente que je suis depuis peut-être 2 ans, alors pas par intermittence, parce qu'il y a des moments où on se voit pas, des moments où on se revoit, qui, elle, son principal symptôme, alors c'est une dame qui a une cinquantaine d'années, principale symptomatologie, une dame très, très laxe, mais très, 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 très laxe. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment tout ce qu'on peut voir chez les contorsionnistes, aucun problème. Mmh. C'est une personne qui est à l'origine relativement sédentaire, qui fait pas beaucoup d'activité physique, qui marche quand même, pardon, qui marche quand même. Et ses symptômes principaux, quand je l'avais en soins, c'était, quand je l'avais en soins au début, c'était qu'elle alternait entre des phases de fatigue particulièrement prononcées, où elle avait du mal à dormir, elle devait se mettre en arrêt parce qu'en fait, elle n'était pas capable d'assumer ses journées de travail. Et puis d'autres phases où elle était vraiment en forme, elle dormait bien, elle avait la pêche, et du coup, elle faisait beaucoup de choses. Ce qui fait qu'après, elle était crevée, et en fait, elle entretenait des cycles comme ça. Et finalement, ce qui lui a permis d'aller mieux, c'est entre autres, nous déjà en rééducation, on travaille beaucoup sa stabilité parce qu'on l'a peut-être pas mentionné, mais dans les patients avec un syndrome d'Ehlers dans l'os, pardon,
Il y a beaucoup cette notion de maladresse, de perte d'équilibre. Donc souvent, ce sont des gens qu'on va penser maladroits et juste mettre ça parce qu'ils ont un moins bon contrôle moteur, forcément. Et elle, en l'occurrence, elle rentrait bien là-dedans, perte d'équilibre assez costaude, etc. Donc on avait beaucoup travaillé ça avec elle, beaucoup travaillé la force, la stabilité, etc. Mais ce qui a vraiment tout changé pour elle, c'est que un jour, elle s'est dit, je vais partir en cure thermale. Bon, moi, je suis pas un grand friand des cures à l'origine. Et puis, elle est partie en cure, où en fait, elle a juste pris le temps de se poser. Elle a profité de ses journées en cure, et puis à côté, elle a marché tous les jours. Elle a fait de l'activité tous les jours, plus que d'habitude, en randonnée, tout ça. Quand elle est revenue, elle était reposée comme jamais. Et elle s'est dit, en reprenant le travail, eh ben, je vais plus marcher, j'essaie de marcher tous les jours. Et elle s'est ancrée une routine comme ça, d'activité physique tous les jours. Elle a demandé à son travail, à la médecine du travail, d'être partiellement en télétravail. Et à partir de ce moment-là, sa vie a changé. Je ne l'ai plus vue avec ses phases on-off. Elle était quasiment tout le temps en on. Elle a recommencé à faire de l'activité physique régulière. Elle a même essayé de courir. Alors, pas dans les meilleures conditions. Elle a commencé à courir le matin au réveil, de nuit parce que c'était en hiver, dans la forêt. Parce que sinon, c'est pas marrant. Évidemment, de 2 fois, elle s'est fait une entorse de cheville. Mais en tout cas, ça lui a donné des ailes pour tester ça et c'est super. Et du coup, maintenant, c'est une dame qui alterne entre la marche, la natation et qui fait de l'activité physique et qui va nettement mieux, aussi bien sur ses douleurs de manière générale que sur son ressenti de la douleur. On n'a peut-être pas parlé, mais il y a la douleur, on va dire, la nociception, on va dire. Et puis, il y a le ressenti de la douleur, le vécu que chaque patient peut avoir de sa douleur. Et elle, en l'occurrence, elle en a beaucoup moins souffert à partir de ce moment-là. Donc, extrêmement intéressant parce que ça a amélioré sa qualité de vie, ça a amélioré sa qualité de sommeil. Donc, juste avec de l'activité physique régulière et avec cette dame-là, on ne fait pas d'hypertrophie. On fait que de l'activité physique régulière avec un peu de travail de stabilisation quand même dans les fins d'amplitude. Et troisième cas que j'ai en tête, c'est une dame qui, elle, est venue avec des tonnes de symptômes. C'est-à-dire qu'elle avait elle a un peu tout pioché. C'est-à-dire qu'elle a eu elle a toujours des tendinopathies un petit peu partout, certaines chroniques qui durent depuis très longtemps, des antécédents d'entorse de luxation, des faiblesses musculaires parce que sédentarité, de la fatigue chronique, de la douleur chronique, des symptômes pulmonaires, des symptômes intestinaux, un cumul, et puis un syndrome dépressif par-dessus tout, parce que évidemment, vivre avec ça au quotidien, un peu compliqué, avec une atteinte du coup qui était généralisée, au point qu'elle s'est fait un pneumothorax suite à juste j'allais dire une grippe, je sais plus ce qu'elle avait, mais en gros une toux, une bronchite, je crois, tout simplement. Elle avait une bronchite. Elle n'a pas arrêté de tousser pendant quelques jours, quelques semaines. Et puis, en fait, elle a fini par se faire un décollement et un petit pneumothorax en même temps. Un peu embêtant. Donc là, typiquement, c'est une dame avec qui ça a été assez compliqué, mais pour le coup, avec qui on a quand même bien avancé sur le début de prise en charge parce que on a eu un travail vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, où on a pu accompagner sur. Je dis on parce que j'étais avec un stagiaire à ce moment-là et on a super bien travaillé à 3 là-dessus, sur le côté, OK, on va essayer de faire un planning. Quand est-ce que dans vos journées, vous pouvez vous libérer un peu de temps pour faire ci, pour faire ça? Est-ce que vous pouvez nous noter les moments où ça va mieux dans la journée? D'ailleurs, accessoirement, s'il y en a qui peuvent éviter cette boulette-là que moi j'ai faite, c'est qu'avant de lui demander de me noter ce qui allait mieux dans la journée, entre un rendez-vous et l'autre, je lui ai demandé de me noter ce qui n'allait pas. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui va vous provoquer des douleurs? Qu'est-ce qui va vous provoquer des pertes d'équilibre ou je ne sais quoi? Sauf que du coup, en faisant ça, elle s'est concentrée que sur le négatif. C'était une idée vraiment mauvaise. Vraiment mauvaise, où j'ai eu du coup une liste de trucs super négatifs. Quand elle me l'a présenté, elle m'a dit: «Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée cet exercice». Je lui ai dit: «Ouais, en effet, on va changer, on va faire un autre axe». Et du coup, pour la semaine suivante, je lui ai demandé de faire l'inverse, c'est-à-dire de noter plutôt toutes les trucs positifs qu'elle voyait. Et ça a été finalement, j'ai pris moins de médicaments antidouleurs, j'ai moins ressenti le besoin de mettre mes vêtements de compression. On n'a pas parlé, mais les vêtements compressifs, ça soulage la douleur, souvent.
Elle a mis moins ses vêtements compressifs. Et en fait, il y a eu plein de petits trucs comme ça qui ont montré une belle évolution de ses symptômes, qui lui ont permis du coup de voir les choses un peu plus positivement. Donc voilà, 3 cas vraiment différents. Un jeune qui s'est très vite mis à l'activité physique et même au renforcement, et du coup qui a eu des symptômes modérés, on va dire modérés sans mépriser les symptômes que ce jeune homme a. Mhm. Une dame qui a eu d'autres symptômes plutôt sur l'hyperlaxité et qui a réussi à les gérer par activité physique à basse intensité. Et une autre dame qui avait des symptômes carabinés sur un peu vraiment de manière multisystémique et avec qui finalement on a beaucoup travaillé sur l'hygiène de vie au final et sur le fait de bouger. On va pas dire d'activité physique, mais vraiment sur le NEAT pour le coup avec Mhm. elle. Mhm. Ouais, bah, top. Merci pour ce partage et même, finalement, j'avais parlé de l'humilité dans une autre de nos vidéos et je disais que les profs qui n'étaient pas humbles, c'était souvent, des menteurs ou qu'ils étaient certainement, plus mauvais qu'ils le laissaient, croire et donc, reconnaître, des erreurs qu'on a faites pour que les autres, n'en fassent pas à son tour, je trouve que c'est une super démarche. On peut faire des vidéos là-dessus si tu veux, sur toutes les boulettes qu'on a faites, vraiment. J'y ai déjà pensé, c'est vrai que ça pourrait être assez amusant et j'avais même suivi, je crois, en décembre dernier, une visio à ce sujet et c'était en plus, il y avait après une répartition dans plusieurs salles où, on pouvait, échanger sur des sur des, erreurs enfin, sur des points d'apprentissage qu'on aurait pu partager aux autres, Bien sûr, des pistes d'amélioration. Nos on va limites dire ça comme ça. nos limites et nos pistes d'amélioration. Donc c'est vrai que ça peut être des échanges, qui peuvent être très intéressants. Je ne sais pas en public ce que ça donnerait quand même parce que enfin bref, à réfléchir, à creuser. Et alors tu as dit quand même quelque chose qui est hyper intéressant avec ta patiente qui est partie en cure, et qui m'a fait repenser à la pluridisciplinarité. C'est vrai que moi je travaille en cabinet, tu travailles aussi beaucoup en libéral, on n'est pas dans des centres. C'est moins facile la pluridisciplinarité, c'est moins facile que quand on est dans un centre, mais en fait, c'est quand même hyper important parce que là, finalement, ta patiente qui est partie en cure, c'est bien la preuve, dans ce cas que toi, tu as été une brique sur son chemin, tu es une pierre, une brique dans le mur, mais c'est pas ça a été plusieurs, choses qui sont assemblées qui ont fait qu'elle est arrivée là où elle en est arrivée. Donc faut de nouveau rester humble par rapport à notre profession. On intervient, surtout pour, ce type de pathologie, on intervient en collaboration avec plein d'autres corps de métier et plein d'autres événements aussi, hein. Parfois, même si tous les corps de métier font super bien leur travail, des fois on a pas de bol et il faut juste attendre qu'il y ait un déclic, un peu comme, ce qu'il y a eu avec ta patiente. Donc ça, c'était un petit point, que je me suis noté quand tu as raconté. Là, je pense qu'on va abuser de ton temps, donc Bah, je pense qu'on peut quand même rebondir là-dessus ouais, et mettre en avant notamment, j'ai trouvé ça super bien dans le DU qu'on a fait sur le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est le côté où il y avait vraiment de toutes les professions. ouais, C'est-à-dire c'était que ouf, hein. pour les paramèdes et autres, on avait podo, psy, kiné et ostéo. Ça, c'était dans les élèves, hein, pas dans les Oui, intervenants. dans les élèves, oui, oui. Mmh Et infirmière. Et puis après, on a eu une APAL sur les derniers jours. mh. Et dans les médecins, on avait un peu de tout aussi, rhumato, Physio, MDR, gynéco, pédiatre, généraliste, cardiologue, urgentiste, ouais. je dois en oublier, mais on avait un peu de tout aussi. Et mine de rien, ça a permis aussi de créer un petit réseau parce que maintenant on a un groupe WhatsApp. Je pense que si Mmh on a du monde, si on a besoin d'avoir quelqu'un qui doit consulter un médecin, un kiné ou je ne sais quoi, bon, on peut transférer. Et ouais, comme tu dis aussi dans la prise en charge du quotidien, savoir pouvoir bosser avec d'autres confrères, consoeurs, d'autres professions, c'est quand même essentiel. Et être en accord, communiquer pas seulement avec les patients, mais du coup avec les autres pros, c'est bien. Ça permet mh. d'éviter justement l'errance thérapeutique aussi, d'avoir 14 diagnostics différents, 14 conseils différents. Ça crée des patients qui savent. Enfin, ça oriente des patients et des patientes à ne plus savoir où aller, à plus savoir quoi faire. Mmh Et, et ça fait que empirer en fait leurs problématiques. Donc, plus on est homogène et raccord sur nos discours, mieux c'est. mh. Et mieux c'est pour nos patients. On fait vraiment une équipe. On crée une mauvaise équipe thérapeutique, je trouve. Et entendant bien que je comprends le patient dans l'équipe thérapeutique, euh,
on peut pas faire une meilleure équipe que quand on s'entend relativement bien et qu'on se tire pas dans les pattes. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, carrément. Et moi, finalement, pour parler de nos limites, je veux dire que j'insiste sur la pluridisciplinarité, mais moi-même, je trouve que c'est pas évident de passer un coup de fil à un médecin. Ils sont pas facilement joignables, sans jeter la pierre, parce qu'en fait, si tout le monde avait accès à leur téléphone, ce serait vraiment la galère pour eux. Et là encore, je parle du généraliste, mais un spécialiste, pour l'avoir au bout du fil, faut se lever tôt également. Et je trouve qu'on a vraiment des lacunes au niveau de plateforme pour communiquer, pour envoyer juste un rapport. En tout cas, je ne sais pas comment c'est en France. Nous, on n'a pas, dans mon logiciel kiné, j'ai pas un truc avec une boîte aux lettres, envoyer un courrier à tel médecin, tac, Alors, facile. maintenant, en France, on a ça, on a Waouh! Mailiz où on peut le faire, mais il n'y a pas grand monde qui regarde ces mails-là. En Mmh. fait, j'en avais parlé avec des médecins. Le truc, c'est que, comme tu disais, en fait, ils ont trop de trucs. Ils ont des tonnes des mails. À partir du moment où ils sont prescripteurs, en fait, ils ont des mails des confrères, des consoeurs, et puis des kinés, puis des infirmiers, des infirmières. Puis, en fait, ils croulent Ouais, sous bien les sûr. mails. Donc, Mmh. ils ont un peu plus de mal avec ça. Par contre, on a un truc qui va être obligatoire, ou qui l'est déjà, je sais plus. C'est le dossier médical partagé, Mmh. maintenant, qui va être vraiment le dossier sur lequel tous les intervenants en santé vont devoir mettre leurs comptes rendus, etc. dessus. Ce qui ne veut pas dire que tous les pros de santé auront accès à tous les dossiers. Mmh. Mmh. Typiquement, nous, on n'aura pas accès à tous, les kinés. Euh, mais au moins, avec le DMP, on aura une obligation de mettre nos bilans dessus, etc. Mmh. Mmh. Ouais, Comme ça, moi, on a quelque chose, accès. comment pas? Pardon? Euh, je disais, on aura une obligation de tout mettre dessus, ce qui fait que tous les thérapeutes auront accès à nos bilans. Donc ça, c'est plutôt un bon point, mine de rien. En tout cas, pour les thérapeutes qui auront accès au dossier kiné, parce que je pense qu'ils l'auront tous. Mmh. Je suis pas sûr que nous, on ait accès à tout, par contre. Mais au moins, on ne fera pas des bilans dans le vent, et ce sera communiqué directement avec les autres professionnels de santé. Ouais, il me semble que c'était ouais, c'est ça, c'était mardi dernier. La semaine dernière, j'avais justement une vidéo sur l'accès direct et je pense que c'est à cause de ou grâce à l'accès direct qu'il y a ce fameux DMP. En Belgique, c'est le DMG, donc ça existe déjà, le dossier médical généralisé. Et donc ça, ce serait une des conditions pour l'accès direct, justement, parce que bah, si tu as des patients en première instance qui arrivent, il faut qu'on puisse en référer au généraliste, même si tu peux le prendre en charge, en fait. Oui, bien sûr. Après avoir screené pour dire, bah voilà, j'ai vu votre patient, parce qu'en fait, si un jour ou l'autre, il se repointe, ah oui, bah l'autre fois, j'avais une entorse, mais en fait, c'était pas une entorse et j'ai été aux urgences. Et les médecins généralistes qui tombent des nues, j'imagine sa tête, il doit se dire: «Purée, le kiné, le bâtard, il m'a pas prévenu». Non, mais et je pense que ça aidera à faire, meilleure équipe et certainement que l'IA va jouer un rôle dans tout ce qui est, débroussaillage, de boîtes mail, de boîtes médicales, pour les médecins qui croulent. C'est Ouais, c'est certainement, en tout cas, espérons-le, ouais, le c'est plus clair. Ouais, possible. ouais, complètement. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, sur lequel tu aurais aimé t'exprimer? Je crois pas qu'il y ait un sujet qu'on n'ait pas évoqué. Bon, des sujets qu'on n'a pas évoqués, il y en a des tonnes, mais je pense qu'il n'y en a pas un sur lequel où je me dis, ah mince, on est passé à côté. Mmh. Par contre, à la rigueur, moi, j'aimerais bien revenir sur ce côté-là qui ne concerne pas que le CED, que les patients atteints de CED, mais qui concerne un peu tous les patients. C'est ce côté vraiment patient partenaire. Je pense que l'avenir du soin, elle est vraiment là-dessus, sur le fait de ne pas prendre les patients pour un outil de travail ou pour un sujet de travail, comme le modèle patient-centré le veut, même si le modèle patient-centré a fait évoluer grandement la médecine. Je pense qu'il faut vraiment aller sur cette notion de patient partenaire et être à l'écoute de nos patients sur leur vécu de la douleur, enfin de la douleur, de leurs symptômes tout court, de leur maladie, de tout ce qu'ils peuvent présenter. Et arrêter de les prendre, arrêter de les infantiliser, déjà. Ce qui ne veut pas dire les faire culpabiliser, mais c'est plutôt euh, prendre en compte que ce sont des adultes, et même quand ce ne sont pas des adultes, ils sont quand même un minimum responsables et qu'ils ont droit d'avoir les informations qui les concernent, s'ils le veulent en tout cas. Hein. En tous les Mmh. cas, l'idée, c'est de leur proposer de partager des informations s'ils le souhaitent bien. Et il ne faut pas oublier que ce sont les premiers soignants quand ça les concerne. C'est-à-dire que si c'est eux le sujet, ben forcément, ce sont les premières
des premiers acteurs sur leur santé. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Il faut arrêter d'infantiliser nos patients et que l'avenir de la kiné et de la santé va aller beaucoup sur l'intégration des patients dans leurs soins, les remettre les laisser être à leur place à ce niveau-là. Et pourquoi pas les faire intervenir aussi dans les formations. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est un truc, je pense, qui a manqué un peu au DIU, c'est de l'intervention de patients experts, de patientes experts, où il n'y a rien de mieux que d'avoir le retour d'un patient sur sa pathologie, sur son vécu, son ressenti, et sur quelle est la chose qu'il ou qu'elle a réussi à mettre en place, ce qui a marché ou non sur elle, sans généraliser, parce que chaque personne a son vécu aussi, mais au moins avoir un vrai retour. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup en IFMK, en école de kiné, mais aussi en formation continue parfois, quoi. Et, euh, et je pense que ce serait intéressant de remettre un peu l'église au milieu du village, c'est-à-dire rappeler qu'en fait, on ne soigne pas une pathologie, on soigne vraiment un patient, et que le premier acteur de ce soin, c'est le patient à proprement parler, quoi. Mhm. Nous, on est là pour donner des tips, aider, guider, driver, on peut dire ça comme on veut, mais en tout cas être un partenaire à la récupération de la personne. À Mhm. la récupération, quand il y a récupération, en tout cas à l'accompagnement. Mhm. Ouais, top. Je suis 100% d'accord. C'est vrai que quand on a des cas cliniques qui peuvent se présenter, c'est encore mieux. Et avec les outils qu'on a, on doit être capable de même pouvoir enregistrer une sorte de capsule, comme dirait, une vidéo, une vidéo avec un patient et même avec un patient CED et on peut tout à fait faire une anamnèse. Et en fait, le patient CED va pas juste faire un témoignage, mais va simplement suivre la trame de l'anamnèse avec le kiné qui ferait. Je pense que c'est une très bonne idée. Ça me donne des idées. Donc, ouais, complètement d'accord. C'est vrai que les cas cliniques sont vraiment une plus-value enfin, plus qu'intéressante. Eh ben, franchement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'espère qu'on pourra en refaire et qu'on aura peut-être un peu plus de temps pour la prochaine fois. Et du coup, est-ce qu'on peut te suivre, pas dans la rue, mais sur les réseaux? Est-ce que tu as des Possible. réseaux à partager? Comment? Ouais, sur les réseaux, j'ai mon compte Instagram. Alors, je suis pas très actif dessus. Je vais essayer de l'être prochainement, mais pas très actif dessus. C'est Beng Physio, donc Beng parce que mes initiales, Ben Granger, donc Ben G, Physio, PHYSIO. Et pareil sur LinkedIn, je crois. Et c'est Ok, tout. top. Non, je vais essayer de faire un peu plus de contenu sur Instagram prochainement. Je vais essayer de faire ça, des petits récaps d'articles, ce genre de choses. Ah ouais. Mais je vais pas trop m'engager parce que entre ce que je dis et ce que je fais. D'accord, top. Bah, on mettra le lien dans la description. Voilà, boum. Hop. Ça marche. Ah bah voilà, un follower en plus. Et c'est nickel. Bah, t'es suivi par Kinéotop. Et là, Là, je suis formateur chez eux. ah d'accord, bah C'est voilà. pour ça. Ouais. Voilà pourquoi. Et bah top. Comme ça, c'est réglé. Eh ben, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez également me suivre, pas dans la rue s'il vous plaît, c'est gênant, mais sur les réseaux. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci Ben d'avoir accepté l'invitation et à très bientôt. Merci à toi. Merci à tous d'écouter.